Quand j'ai commencé, start-up, c'était pas bien vu au Maroc. Comment une entreprise qui vient de démarrer avec 2-3 gars et ils veulent postuler à... Ça, c'est un hack. Pas toi qui choisis le parcours, c'est le parcours qui te choisit. Aujourd'hui, on reçoit Tarek Fadli, un entrepreneur marocain qui a travaillé sur un des sujets les plus difficiles, simplifier et digitaliser les démarches administratives au Maroc. Il est le cofondateur de la plateforme Waraqi.ma et dans cet épisode, il nous raconte son parcours, pourquoi il a choisi ce sujet et comment il a réussi à en faire une réalité. Beaucoup de gens pensent que la légalisation n'existe qu'au Maroc. C'est faux. Plus de 90 documents qu'on est amené à légaliser, à amener à Al-Muqata'a. Aujourd'hui, on est une trentaine d'entités dans l'écosystème Waraqi. Se débarrasser de ce fardeau, d'aller signer un document devant quelqu'un. Prendre la décision d'entreprendre, c'est déjà courageux. C'est pas facile, ça va pas marcher du jour au lendemain, mais il faut savoir que l'opportunité est là. Il faut vraiment réfléchir Maroc et Afrique. Nous sommes le futur et notre jeunesse a besoin de se donner la chance à elle-même. L'un de mes conseils, c'est... Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Tarek Fadli, bienvenue. Merci. Très heureux de te recevoir dans Next Wave Podcast. Merci pour l'invitation. Je suis très content de te recevoir. Bon, pour moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu un petit peu ton parcours, etc., c'est que tu es un entrepreneur qui a attaqué des sujets vraiment très, très compliqués. Je pense dans l'entrepreneuriat, il y a des sujets... C'est toujours difficile, mais je pense qu'il y a quand même des niveaux de difficulté. Et toi, tu t'es attaqué à beaucoup de sujets compliqués, dont la digitalisation des démarches, des formalités administratives avec Waraqi. Et donc, je voulais te recevoir pour... comprendre un petit peu ton parcours, comprendre comment tu as développé ces solutions-là et revenir un petit peu sur tout ça pour avoir l'histoire. Avec plaisir. Écoute, une petite nuance pour bien mettre les choses dans le contexte. Parfois, on dit que c'est pas toi qui choisis le parcours, c'est le parcours qui te choisit. La première boîte que j'ai lancée après avoir quitté Microsoft, qui est Algo Consulting, il se peut que les premiers clients étaient dans le secteur public. Okay. Donc, pas nous qui ont opté à digitaliser l'administration. L'administration a décidé de se digitaliser il y a bien longtemps. Et bien sûr, il y a une impulsion, il y a une accélération, surtout après le discours royal et les rendez-vous que le Maroc attend. Donc, nous, on était en posture de prestataire et on a eu le privilège, l'honneur et le plaisir de travailler sur des projets structurants pour le pays. Le plus grand que je cite avec fierté, c'est celui du TGV avec l'ONCF. Donc, on est derrière le système d'information voyageurs, qui était un très gros projet d'intégration en co-traitance. C'est un ensemble d'entreprises qui ont attaqué le projet. Algo était en charge de la partie la plus complexe, l'algorithmique à programmer. Entre autres, après, on a bossé avec Foodex, Viatan Gemed, tout ce qui est export agroalimentaire. Durant Covid, on a fièrement contribué aussi. Le Maroc a non seulement à digitaliser la gestion de la crise Covid en 3 semaines, mais on avait mis de l'IA, du prédictive, sur le tableau de bord du ministre à l'époque. Et ça aussi, c'est une source de fierté parce que et on a appris beaucoup de choses. Quand il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de bureaucratie, il n'y a pas de PV à signer, les choses avancent rapidement. Donc mais c'est ça, je pense que tu es le fondateur de Algo Consulting Group et de la marocaine des e-services qui s'occupe de Waraqi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces solutions-là sur lesquelles tu as travaillé, elles sont utilisées par beaucoup de gens dans le Maghreb. Je pense que la plupart des Marocains, ils ont utilisé pour voyager ou les solutions. Donc c'est super intéressant. On va y revenir et voir comment tu as développé tout ça. Mais est-ce que pour commencer, je peux te laisser te présenter? Bien sûr, Tarek Fadli, entrepreneur dans la tech, passionné par tout ce qui est IT, technologie. Et voilà, j'ai eu le privilège de retourner à mon pays il y a bientôt 17 ans. J'ai fait un parcours aux États-Unis de 10 ans où j'ai étudié et j'ai commencé ma carrière. Et je rejoins Microsoft en 2007. Ici. Donc j'avais le choix, j'avais le choix. Et donc avant ça, tu passes 10 ans aux États-Unis. Ouais. Donc les études. Ouais. J'ai fait le lycée ici, à Ben Slimane. Donc,
Et juste après avoir eu mon bac, j'ai atterri au Colorado, Computer Science. Et comment tu as décidé d'aller aux États-Unis c'était quelque chose que tu voulais faire depuis toujours? Tu as toujours été tourné vers les États-Unis ou Oui, ça s'est fait un petit peu par hasard? Étant adolescent, il y a eu deux événements. Le fait que j'adorais l'NBA, j'étais un très grand fan de basket. Tu as pour regarder. Ouais, ça, toi, t'es jeune. Hein. Non, à l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. À l'époque, tu veux regarder l'NBA, il faut attendre samedi à 10h pour voir 20 minutes d'NBA sur 2M. Ça y est. Il n'y avait pas d'Internet. Non. Toi, t'es très jeune. Streaming. Il n'y avait pas ça. Et donc, j'étais un grand fan de l'NBA. Et après, comme j'étais mordu par l'informatique à un très jeune âge, j'ai harcelé mes parents. Tu sais, à l'âge où on demande une planche de surf ou un VTT, je demandais un ordinateur. Et à l'époque, c'était pas donné. Mais quand même, ils ont fait l'effort. Et donc, j'avais mon propre ordinateur, chose qui était rare. Hein. À quel âge 14 ans, 15 ans. Okay. Ouais, c'était très rare à l'époque d'avoir son propre ordinateur. Et là, quand on le reçoit, c'est fini la rue. Là, c'est fini. Là, c'est 100% c'est du geek temps. Mode à plein activé. temps. Ça y est, c'était parti. Il n'y avait pas Internet. Et il y a un programme très intéressant que peu de gens connaissent toujours. C'est avec le ministère de la Jeunesse. Il y a un programme d'exchange qui ne coûte pas grand-chose, que j'ai toujours fait quand j'étais adolescent. Donc, j'ai fait, à l'âge de 11 ans, j'ai fait la Tunisie, l'Europe. Et je pense le dernier que j'ai fait, j'avais 16 ans, j'ai fait l'Allemagne. Mm-hmm. Donc, on a fait 10 jours au musée des sciences. Okay. Et donc, c'est là où c'est la première fois que je me suis connecté à Internet. Il y avait le drone à l'époque qui était sur Mars. Et voilà, j'ai passé 10 jours en pleine immersion dans les nouvelles technologies. Et quand je suis rentré cet été-là, à ma dernière année, deuxième bac, je dis à mes parents que une fois j'ai le bac, je me casse. Ouais. Parce que je veux travailler dans la tech. Donc déjà, tu savais que la technologie, c'est ce qui t'intéressait. Ouais, au début, je voulais travailler dans la tech, pas que pour l'informatique, mais pour aussi tout ce qui est génie mécanique. Je voulais vraiment construire des voitures, des trucs. Et je savais que ça allait être soit l'Europe, soit les États-Unis. J'ai tenté les deux. C'est les États-Unis qui a répondu en premier. Ok, excellent. Donc à 18 ans, en fait, tu vas aux États-Unis, Colorado. Ouais. Comment ça se passe les années aux États-Unis? Tu sais, quand tu viens de Slimane, c'est hyper intéressant. C'est exceptionnel. Ouais. J'ai plein de sketchs dans ma tête, mais bon. C'était exceptionnel, c'était dur. Franchement, premier choc culturel, c'est que tu te rends compte que la vie est belle au Maroc. Sur quoi, par exemple? Tu sais pas faire la lessive. Ouais. faut s'occuper de tout. Ouais, donc la première fois, j'ai fait ma propre lessive. Bon, tous mes vêtements étaient rouges. Et voilà, donc parmi les anecdotes, c'est que voilà, tu te rends compte que la vie est belle quand tu es chez les parents, que tu es dans l'insouciance. Ouais. En fait, c'est comme si tu perds ton innocence comme ça d'un coup, tac. Et là, tu rentres dans le monde adulte où il y a le stress. Mes parents, c'est pas des gens riches, donc ils avaient des moyens très limités. Et pour être honnête, ils avaient de quoi payer un semestre. En partant, il y avait un semestre. Un semestre payé. Et le deal avec mon père, c'était écoute, tu y vas, tu fais un semestre. Au chauffe. Tu vis le truc. Et après, ce qu'on raconte, c'est que là-bas, si tu te débrouilles bien, tu peux voilà. Mais tu vois, ton père, il t'a fait confiance. Tu peux gagner de l'argent. Ouais, mais il m'a donné le choix. Et après, si ça ne marche pas, tu reviens. Il y a la fac qui t'attend. Et avec ma note au bac, j'étais un partisan du moindre effort. J'avais 10 de moyenne. C'était ni chaîne, quoi. Ok. Et donc, tu fais tes études aux États-Unis et tu commences à travailler là-bas ensuite. Ouais, c'est ça ce qui est fascinant. Tu sais, quand on dit que c'est le pays du rêve américain, en tout cas dans mon cas, franchement, c'est très accessible. Pourquoi? Parce que déjà, culturellement, c'est ouvert pour qu'un étudiant travaille. Ouais.
Moi, le challenge que j'avais sur un visa d'élève, c'est que tu ne peux pas dépasser 20 heures. 20 heures de travail ouais, par semaine. Et que ça soit en campus. C'est-à-dire que tu dois travailler à l'école. Et donc, tu as fait quoi pour financer justement les études? Écoute, j'ai fait mes 20 heures entre le laboratoire d'informatique, qui est le MATLAB aussi. Mathématiques, informatique, c'était un peu le même département. Moi, élève moyen, je me suis retrouvé obligé de devenir un peu bien pour gagner ta vie, parce que j'aidais les étudiants à faire leurs devoirs en programmation, leurs devoirs en mathématiques. Donc, je faisais ça. J'ai travaillé au bookstore aussi, à la bibliothèque. Et bien sûr, les week-ends, au lieu d'avoir un hobby, j'ai fait ce qu'on appelle labor ready. Alors, labor ready, c'est intéressant. Darija, c'est le mawqf. Tu connais le mawqf? Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Le mawqf, c'est là où tu vas. Tu es disponible. Exactement. Mais tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Voilà, labor ready. Voilà. Je suis disponible, mais. Voilà. Et comment ça marche ici? Ça dépend des besoins. Voilà, ici au Maroc, tu vas dans un quartier où c'est connu. Tu as des plombiers, tu as des maçons, tu as des femmes de ménage, tu as des. Là-bas, comment ça marche? C'est que tu pointes à 4 heures du matin. Tu t'enregistres dans un bureau. 4 heures du matin. À 4 heures du matin. Il n'y avait que moi et des Mexicains. Et bien sûr, tout le monde est sans papier, sans exception. Et voilà, tu t'enregistres. Et tu vois, quand tu y vas, gamin à 18 ans, tout maigre, tu n'es pas qualifié, quoi. Ils aiment bien les gens... Pas ready pour tous les jobs. Ouais. Et voilà, tu attends à ce que quelqu'un te dise combien tu veux de l'heure ou je te paye. Donc souvent, je restais tard. Et tu as un Américain, un cowboy avec un pick-up qui arrive, il te regarde, il dit $7 l'heure. Tu dis pourquoi pas, à 8 heures, 10 heures, ça fait $70. Presque $200 tout le week-end, why not? C'est $200 que tu vas pas gagner. Mais c'est hard, parce que là, tu fais des trucs... C'est hard, bien sûr. Physique. Tu vas t'acheter des gants parce que tes mains sont soft. Ouais. Elles n'ont jamais bossé. Donc, j'ai fait plein de petits boulots. Parfois, et chaque fois, c'est une surprise. Parce qu'un jour, là, tu dois couper le gazon. Un jour, tu dois démonter une usine. Un jour, tu vas peindre. C'était intéressant parce que je n'ai jamais fait de travail manuel. Et voilà. C'était un peu dur parce que Colorado, ça neige. Il fait froid. C'est dans le froid. Ouais. Parfois, quand tu travailles dehors, c'était dur. Mais voilà. Mais alhamdoulilah, ça, je ne l'ai pas fait beaucoup. J'ai fait pendant 6 mois, 9 mois. Ok, mais ça a permis de financer les études. Ça a permis pas de financer les études, mais payer le loyer et de rester. Alors, les études, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris par chance, j'ai pris un cours que j'enseignais. Okay. Donc, ils m'ont réduit les frais à 50%. Génial. Donc, une fois que tu finis les études, tu commences à travailler aux États-Unis? J'ai commencé à travailler avant de finir les études. Ma deuxième année, quand j'enseignais un cours, je travaillais dans le laboratoire et je prenais des cours. Okay. Donc, je passais la quasi-totalité de la journée à l'université. Et mon premier bon job, j'avais 20 ans et 2 ans d'école avec 2 ans d'expérience. En fait, 2 ans d'expérience à l'école parce que tu vois, ce qui était bien dans mon cas, c'est qu'à l'école, pendant ces 2 ans, j'ai touché à tout. J'ai touché à la programmation, j'ai touché aux bases de données, j'ai touché au réseau, à la sécurité, au hardware. Et faire tout ça en 2 ans, c'est très compliqué. C'est fascinant parce que tu touches un peu à tout et tu deviens un peu multidiscipline. Et j'avais un gars qui s'appelait Paul qui prenait un cours de programmation avec moi. Et je l'aidais avec son devoir. Et un jour, il me dit tu sais ce que je fais dans la vie? Je dis quoi? Il me dit headhunter. Chasseur de tête? Qu'est-ce que ça veut dire? Tueur à gage? C'est ce délire. Il me dit non, je prends ce cours pour apprendre à interviewer des gars comme toi. Je dis c'est pour ça que t'es nul. Il dit non, moi j'ai déjà un boulot et ma boîte m'a envoyé ici pour débaucher apprendre. les étudiants. Parce qu'à l'époque, en 99, en 2000, tu sais, à Boulder, au Colorado, j'ai vu ça, il y avait des gars avec costume, cravate, au milieu des feux rouges, avec une pancarte. C'est comme des mendiants, mais c'est écrit
on paye beaucoup d'argent pour des programmeurs. C++, Java. Parce qu'il n'y avait pas où les chercher. On paye beaucoup d'argent pour les programmeurs. J'ai vu ça. En 99. Ouais, et je me suis dit, tu sais, pourquoi je vais aller étudier génie mécanique? J'ai déjà un travail, ça marche. Et là, lui, il me dit, tu sais quoi, j'ai un client qui va t'adorer parce que tu sais faire du réseau, tu sais faire de system administration, tu peux programmer. Ouais. Tu es le gars parfait pour mon client. Moi, bien sûr, borné, carré, non, je suis là pour étudier d'abord et après travailler. Je dis non. Attends, je demande à mon père. Et effectivement, j'appelle mon père. Je dis, il y a ce gars qui veut m'embaucher. Je dis, déconne pas, continue. Je dis, ok, t'as raison. Donc, je vais voir Paul. Je dis, Paul, écoute. Parce que là, il te dit, si tu veux travailler avec lui, tu vas arrêter de travailler. Ouais. C'est pas sur le côté. Exactement. Ouais, c'est à plein temps. On paye bien, etc. Mais tu drop out. Ouais. Et Paul, je suis revenu le voir. J'ai dit, écoute, Paul, je vais pas aller faire ton interview. Il dit, ça te coûte rien. Un parking centre-ville, je te le paye. Qu'est-ce que tu vas venir, tu vas faire 2 interviews, un test technique chez nous, avec mes collègues qui s'y connaissent mieux que moi. Et après, on t'envoie chez le client une fois tu passes le test. Et j'ai résisté, je n'ai pas voulu. Après, il m'a pris à part. Il me dit, pourquoi? Parce que mon père m'a dit non. Je dis, t'as quel âge? Je dis, presque 20 ans. Pourquoi tu écoutes ton père? C'est parce que c'est mon père. Parce que je suis élevé comme ça, je dois écouter mon père. Je dis, oui, c'est bien. Mais ton père, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il sait ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il fait ton père? Je dis, c'est un géologue, un prof universitaire. Il ne connaît rien dans l'IT. Je dis, si, c'est lui qui m'a initié. Mais il n'est pas là. Est-ce que c'est lui qui te paye ton école maintenant? Je dis, non, c'est moi. Je dis, OK. Humor me. Juste indulge-moi et viens faire. Et teste. Et juste fais ça. Je dis, c'est quoi? Il a raison. Pourquoi j'ai peur? Ouais. Pourquoi je ne vais pas essayer? Ouais. Il a raison, ça ne coûte rien. Un parking. Une demi-journée. Je vais aller voir. Et je suis parti. Elle aime quelque chose, je vais passer un entretien. C'est un exercice. Ouais. Donc, j'ai fait l'interview. Techniquement, j'ai tout validé, des tests sur ordinateur, tu vois, programmation, réseau, machin, des trucs que je connaissais. Ouais. Et là, après le test, il me dit, tu es parfait, voilà. C'est une boîte de papa et maman, c'est-à-dire fondée par un couple en 72. Là, on est en 2019. 1999, pardon. On est en 99 et il me dit, la boîte, c'est une société de génie civil, de génie structurel et de génie environnemental. En gros, c'est une boîte de consulting en construction. C'est le genre de boîte qui vient te faire des études avant que tu commences à construire. Okay. Mais rien à voir avec tout ce que tu fais. Ouais, rien à voir. La boîte était fondée en 72. Ils sont présents au Colorado, au Texas et au Wyoming, 9 bureaux. Ils ont atteint les 380, presque 400 personnes employées sur les 9 bureaux. Et le nouveau PDG, c'est un jeune de 42 ans qui est hyper axé sur la technologie et il veut tout informatiser. Et ils sont en retard parce que le fondateur, Bob, qui est maintenant un vieux, le Grinch, il déteste les ordinateurs. Il fait de la construction, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est un coût, ça coûte cher et il est déjà pas content que les dactylos ont été remplacés par des ordinateurs. Ouais, donc, et c'est maintenant que voilà, il a informatisé la paix. Par contre, là, ils veulent tout mettre en place. Le jeune, il cherche quelqu'un qui va programmer, qui va mettre en place le réseau, qui va tout faire. Et ça paye bien. Et pour moi, waouh, c'est des trucs que je sais faire. Je l'ai fait pour $7 à l'heure. Ouais. Là, c'est plus $7 de l'heure. De l'heure et why not? Et là, il me dit, ouais, tu vas voir le PDG, le nouveau PDG, il s'appelle Ron. Voilà. On va te coacher. Si jamais il te pose la question sur tes ambitions, sois le plus ambitieux possible. Il faut l'impressionner avec tes ambitions. Okay. Je dis OK. Et sur le salaire, ne discute pas. Je dis OK. Alors moi, à l'époque, quand tu termines, je pense que le salaire moyen au Colorado pour un ingénieur en informatique était dans les 40 à 48 000 $. 50 000 $. Ouais. C'est énorme. Ouais. Non, mais c'était beaucoup, non? Oui. Par rapport à d'autres jobs à l'époque, c'était beaucoup. C'était beaucoup à l'époque, 99 encore. Voilà, c'est ça. Ouais, et j'ai pas de diplôme.
j'ai pas terminé. C'est comme Donc, si on dit aujourd'hui peut-être $100 000, quoi. Exactement. C'est Voilà, l'équivalent, donc c'est l'équivalent. Ouais, il y a 25 ans, quelque chose en plus. Et alors, il me dit, voilà, ne parle pas d'argent, c'est notre boulot, négocier d'argent. Mais il va te valider. Lui, il ne connaît pas le technique, mais il va te ramener à l'informaticien qui pose déjà chez lui. Ok. Et donc, j'y vais. Je mets un costume, cravate. J'apparais. Je commence à faire l'interview avec le gars technique. Validé. C'était vraiment du gâteau. Et là, le PDG, il rentre et on sympathise. Et il me dit, voilà... tu as une belle expérience de 2 ans, tu as touché aux bases de données, apparemment tu es bien. Alors, qu'est-ce que tu demandes comme salaire? Et je lui dis, voilà, le salaire, je veux que vous m'offrez la meilleure opportunité que vous pouvez vous offrir. Je veux bien faire ce travail, donc le max que vous pouvez faire, que vous pouvez. Je vais le prendre, pas de souci. Il a trouvé ça très humble, parce qu'à l'époque, les informaticiens, avec l'argent qu'ils gagnaient... C'était pas de l'approche. Il disait un chiffre, c'était oui ça où je ne bouge pas. Ok. Et ça, il a adoré. Après, il m'a dit, j'ai pratiquement pas de questions, mais je me souviens, j'ai accroché avec lui sur l'humour, parce que il m'a dit, vous êtes d'où? Vous avez un accent? Je lui ai dit, je viens du Maroc. C'est passé où? Ouais. On est au Colorado. C'est loin. Maintenant, grâce à notre équipe nationale, on sait c'est où le Maroc. Même au Colorado. Ouais. Exactement. Partout. Surtout qu'ils aiment de plus en plus le foot, donc là, ça y est. Grave. Et là, il me dit, voilà, j'ai une question très importante, c'est que nous, on a une flotte de camions et notre assurance oblige tous les salariés de la boîte, sans exception, même les secrétaires, tout le monde, doit avoir un clean driving record, c'est-à-dire tu vois, un casier de conduite, un permis clean. C'est-à-dire pas de PV, rien? Non, PV, mais pas de conduite en état d'ivresse, pas d'accident grave. Pas de gros voilà. trucs. Ok. Et je lui dis non, vous inquiétez pas, casier clean. En plus, je suis un très, très bon driver. Et il me dit, là, tu vois, là, il sent que... Il y a un truc sur les voitures. Là, il sent que je suis un peu, tu vois, je suis pas humble. Là, je suis un bon... Tu vois, sur les autres questions, je n'étais pas prétentieux. Je dis, voilà, j'apprends, je peux résoudre des problèmes, je peux faire des trucs, mais je suis pas non plus Einstein. Ouais, donc, je aussi. Mais sur la conduite, je lui dis, moi, je suis Schumacher. Et là, il sourit, il me dit, ah bon, pourquoi? Parce que j'ai l'air jeune. Lui, à l'époque, il pensait que j'avais 26 ans, 27 ans. Alors que tu avais 21. J'avais presque 20 ans. 20 ans. J'étais un mois de 20 ans. Ah ouais. Okay. Comme ça. Et il me dit, pourquoi tu penses que tu es un bon driver? Je lui dis, j'ai grandi au Maroc. Il dit, pourquoi? Je dis, quand tu apprends à conduire au Maroc, tu conduis n'importe où dans le monde. Tu conduis partout. Mais pourquoi? Je dis, parce que les camions, les bus... donkeys, monkeys, camels, et eux, ils aimaient bien ça. Quand tu vois, parce que l'image qu'ils ont du Moyen-Orient, c'est les chameaux. C'est un peu ça, donc ça les fait rire. Donc je dis les chameaux même, les singes. Ouais. Et là, il a éclaté de rire. Il a dit, en plus, tu as le sens de l'humour. Le sens de l'humour. Et après, j'ai appris que en fait, ça a accroché parce que ça l'a marqué. Et ça, c'est une des leçons que j'ai appris dans la vie, c'est que tu vois, le côté humain, il faut être humble. Il faut être drôle. You have to enjoy life. Il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux parce qu'elle est courte. Et voilà, il faut s'amuser tout en travaillant, que ça rend les choses intéressantes. Et ça m'a marqué. Parce qu'un an plus tard, il me l'avait dit, on prenait un verre ensemble, il me disait, tu m'as marqué à l'interview, tu es très drôle. Et j'aime bien cette énergie. J'aime bien travailler avec des gens qui ont envie, qui sont positifs, qui sont humbles. Enthousiastes. Tu vois, tu étais humble, tu ne demandais pas trop, tu voulais vraiment t'engager, et tu étais drôle et tu avais de bonne énergie. Donc, parce qu'on a vu 8 personnes, j'ai dit, je prends lui, le Marocain. Ouais, si ça se trouve, tu peux avoir 2 personnes, peut-être qui sont proches d'un point de vue technique, mais tu vas peut-être prendre celui avec qui tu as envie de travailler au quotidien. Et là, je rentre le soir, le fameux Paul m'appelle et il m'annonce le salaire, il m'annonce que ils vont me donner une voiture, un téléphone portable. À l'époque, ça coûtait cher. Un abonnement à $200 le mois, c'est pas donné. Une carte, une American Express de dépenses. Et la grosse cerise sur le gâteau, c'est qu'ils s'engagent à payer tes études là où tu veux aux États-Unis, à condition que tu travailles les heures de travail, les 40 heures par semaine. Donc, tu peux t'inscrire à distance à Harvard, si tu veux.
Ok. Et tu peux étudier n'importe quel sujet que tu veux. L'histoire de l'art. Et tu peux finir en parallèle si tu veux finir. Ouais. Et en même temps, tu travailles Tu avec travailles. tes 40 heures. Et comment ils te remboursent, c'est que tu leur ramènes la facture et tu ramènes la note. Et le minimum, il faut avoir, c'est B et plus. Okay. Si tu as B- ou C, ils ne te remboursent pas. Et là, j'étais... C'est incroyable comme proposition. Ouais, c'est le jackpot. C'est incroyable. Mais 2 ans aux États-Unis, tu touches le jackpot comme ça. Incroyable. Surtout le salaire. Alors tu t'es dit, bon, je vais aller voir. Et finalement... Ouais, là, j'appelle mon père. Mais ça montre la mentalité aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont dit... Tu sais, ça montre la mentalité que à aucun moment, personne ne m'a posé la question sur mon diplôme. Âge, diplôme... C'était pas un sujet. Tu as passé les tests techniques et ça fait 2 ans que tu as fait ça et on a appelé tes références, tes boss, là où tu bosses, tes patrons. Et ils ont tous dit que voilà, tu es sérieux, tu es agréable à vivre et tu es acharné, tu veux réussir. Donc, incroyable. Mais sur la question, j'ai oublié ça. Quand il m'a demandé où est-ce que vous voyez dans 5 ans, je sais pas. Je me souviens, l'autre a dit le plus ambitieux possible. Je dis, à votre place. Et ça aussi, il m'a dit, ça l'a scotché. Il a trouvé ça remarquable. Que oui, je veux embaucher des gens qui veulent être à ma place dans 5 ans parce que ça veut dire que j'ai des gens motivés. Ils ont envie de donner le meilleur. Et j'ai la relève. Mmh. Donc, il a trouvé ça fascinant. Génial. Donc, tu rejoins cette boîte, tu restes combien de temps avec eux ? 5 ans. 5 ans. Ouais, j'ai voulu démissionner 2 fois. Allège ? La première fois, après 4 ans, en fait, j'ai tout fait. D'abord, monter le réseau, connecter les 9 offices. À l'époque, c'était pas évident. Hein. Aujourd'hui, les réseaux, ça devient de plus en plus évident et facile. À l'époque, je devais tout comprendre sur Cisco, sur le networking, sur la sécurité, les lignes louées, comme on dit, les LOI. Et après, j'ai monté le système, tout ce qui est LDAP, tout ce qui est annuaire d'entreprise, email, messagerie, la GED. On a changé le RP de la comptabilité. J'ai programmé le RP métier. Le logiciel est utilisé dans les laboratoires. On a tout fait. Après, on a innové. On a lancé des tablettes en 2002. En 2002, il y avait des tablettes XP avec Fujitsu. Et en fait, j'ai tout fait. J'ai tout fait et je m'ennuyais. Et j'ai reçu une offre VP chez Berkshire Hathaway. La boîte de Warren Buffett. Ouais. Et on m'a proposé un poste, j'avais, je pense, 23, 24 ans. Un poste. Déjà, je suis devenu CIO, DSI de l'entreprise. À 22 ans. Ouais, l'équipe a grandi. Et comme il y avait beaucoup de logiciels qu'on développait, donc un jour, je rentre dans mon bureau et en fait, je ne fais rien sauf valider les factures, tenir des réunions de spec, faire un comité de management. Et c'était boring, quoi. Ça commençait à être du management. Oui, mais j'ai beaucoup appris. C'était mon premier vraiment rôle de leadership. Ouais. Ils ont beaucoup investi en moi quand même. Ils m'ont envoyé faire ce qu'on appelle le FMI Leadership Institute. Mm-hmm. Parce que tu sais, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ramené McKinsey, ils ont fait l'audit, ils ont fait une nouvelle orga et ils ont dit, voilà, vous avez 5 gars en informatique, il faut que ça sorte du département de finances et que ça devienne une entité à part. Et donc, voilà, tu vas prendre le... Et vous avez besoin d'un CIO. Et vous pouvez soit embaucher un CIO, soit promouvoir. Alors, embaucher un CIO à l'époque, on parle de 200-300 000 $. Et à vous de voir. Donc, ils se sont concertés et ils se sont dit, c'est quoi ? Tout le monde a voté Tariq alors qu'il y avait 2 personnes plus seniors que moi. Et ça, c'était Bon, il y avait des moments marquants. C'est que le premier moment marquant, c'est le jour où j'ai livré le logiciel que j'ai développé. J'ai mis 1 an à coder, jour et nuit. Hein. Quand je dis 1 an... Tu as développé toi-même. J'ai laissé tomber les études. Je ne partais plus à l'université parce que j'étais très engagé sur ce logiciel qui n'existait pas, que tu ne peux pas acheter. C'est du vrai spécifique. Et j'étais une équipe de 1 personne. Donc, j'ai arrêté de faire le support réseau et tout ça. Je ne faisais que coder jour et nuit, samedi, dimanche. D'ailleurs, parmi les raisons où j'étais promu, le PDG faisait du vélo le week-end.
il venait au bureau le week-end, il me trouvait. Il venait à n'importe quelle heure. Parfois, Toujours. Une fois, il est venu récupérer un truc avec sa femme à 1h du soir, je pense, du matin. Après une soirée, un week-end. Wow. Il m'a vu de la fenêtre, il faisait de moi et tout. Je prends la voiture. Il est venu récupérer un truc avec sa femme. Ils étaient bien habillés en soirée et tout. Et ça aussi, ça l'a marqué parce que quand ils ont discuté la promotion, ils ont dit le gars qui est engagé. Il est à fond. Ouais, et le jour où j'ai fait la démo du logiciel à tous les managers et ils ont applaudi. À ce moment-là, quand ils ont applaudi, tu me dis, c'est un petit gamin de 21, 22 ans. Mais en fait, c'est pas. Oui, il y a le ego qui en prend. C'est incroyable comme feeling. Mais il y a aussi le fait que tu te rends compte que, en fait, tout ce travail, ça vaut le coup parce que pendant un an, ça va changer la vie de ces gars-là. Quand ils posent des questions, et maintenant je peux faire ça et avoir le rapport, j'ai plus besoin de faire ça sur Excel. Je fais gagner du temps à tout le monde. Ouais, et ça part direct au logiciel de facturation et ça envoie la facture par email. Waouh, c'est énorme. Bravo, Thaler. J'ai reçu un joli chèque de bonus. Et le jour de la promotion, ils ont fait une réunion. Ils ont dit, on a tous voté, c'est toi le CIO. Alors qu'il y a des gens plus âgés, plus seniors, etc. que toi. Ouais. Ouais, c'est ouf. Et c'était une promotion. Et la deuxième fois où je voulais, ils m'ont rendu actionnaire. Donc, j'étais devenu actionnaire de la boîte. Il n'y a que sur les presque 500 qu'on a atteint. Même pas 25 ans. Ouais, même pas 25 ans. Ça, c'était bien. Incroyable. Ça montre vraiment la capacité qu'ils ont si tu à fais retenir, du bon taf, ouais. à te mettre en valeur, exactement. à te comment ils font rétribuer ça pour ce que tu fais, etc. Et ça, c'est un truc que j'aimerais voir aussi changer dans nos lois, c'est que le jour où les actionnaires décident que tu dois devenir actionnaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un chèque de bonus. Ça, c'est ton bonus. Ils payent les impôts sur le chèque. Tu dis maintenant, tu as le choix. Soit tu le déposes dans ton compte, tu achètes une belle voiture, soit tu le retournes, tu le signes au nom de la boîte et tu le rends. Et nous, on te donne un certificat de stock équivalent à cet argent. Donc, ça a pris 3 secondes. Il me ramène le chèque. Tu vois, la nana de ressources humaines me ramène le chèque de bonus. Félicitations. Le patron t'envoie ça. Je l'ouvre, je regarde. Qu'est-ce que je peux faire avec? Tu penses déjà à tout ce que tu peux faire avec? Nouvelle voiture? Wow. Direct, nouvelle voiture. Ouais. Mais l'entente, c'était ça. Et en fait, eux, ils sont parfaitement... En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne parlent pas comme ça. Ils te disent, voilà un chèque, tu l'as mérité, maintenant tu as le choix. Ouais. Soit tu le réinvestis dans la boîte et on te donne 100 actions pour ça, parce que voilà le cours de l'action, soit tu l'encaisses et tu rates l'invitation de devenir actionnaire. Et la culture de la boîte, c'est que c'est un honneur énorme de rentrer en tant qu'actionnaire, d'être considéré. C'est le club des 20 élites qui sont les propriétaires de la boîte. Les owners de la boîte. Parce et il y a aux États-Unis, Kane a le truc. Le belonging, tu appartiens. Ouais, et aussi être owner, avoir des stocks, etc. C'est l'objectif de tout le monde. Quand tout le monde, à tous les niveaux de l'entreprise, il veut avoir. Je commençais à atteindre les lumières. Je suis actionnaire de la boîte. C'est quand quelqu'un est à la lumière. C'est puissant. Ouais. Parce que la mentalité, elle change. Parce qu'avant de devenir ça, tu te dis, ouais, il y a un conseil d'administration, c'est les 18 propriétaires, c'est les 18 élus. Tu vois, et quand ils font la réunion, ils se prennent une belle salle de réunion dans un country club ou dans un bel hôtel, un palace 5 étoiles, et ils voyagent tous et ils font le dîner ensemble et ils passent 2 jours à cogiter. Ils font ça 2-3 fois par an. Et c'est juste l'élite de la boîte. Mais il y a des gens qui ont bossé là-bas 20 ans, ils n'ont jamais été invités. Ouais, franchement, c'est ouf. On voulait juste vous partager un nouveau projet. On a lancé la Next Wave Letter. Toutes les semaines, on vous envoie 5 insights, stratégies et conseils issus de nos discussions exclusives avec les plus grands CEO et entrepreneurs marocains. Donc, si vous voulez recevoir la Next Wave Letter directement dans votre boîte mail toutes les semaines, inscrivez-vous. Le lien est en description de cet épisode. Et pourquoi tu finis par décider de partir ? Est-ce que c'est le moment où tu rentres au Maroc Non, pas encore. C'est juste que, en fait, CTL, pour moi, c'était une expérience triste parce que, malgré le fait que je suis devenu actionnaire, en fait, pour évoluer,
Le chemin était clair. Il fallait que je... Voilà. Entre-temps, j'en ai profité pour finir mes études. Mais il fallait que je retourne à l'université et étudier le génie civil ou structural engineering. Ah, parce que pour continuer à monter dans la boîte, il fallait monter sur le business de la boîte. Si je veux vraiment être le PDG, management, etc. Voilà. Il faut que je... Voilà, j'ai fait l'IT. J'ai fait leadership en IT. Ça, c'était important quand j'ai parlé de ça. Mais là, si je veux vraiment être le DG de la boîte, il faut que je retourne à l'école. Il faut que j'étudie le génie civil. Et après, je fais un MBA. Et après, je retourne à la boîte. Et c'était pas mon truc. Donc, je voulais pas me réveiller 20 ans, 30 ans plus tard, prendre ma retraite comme CIO d'une boîte, machin. Donc, ce que j'ai proposé, comme on a innové, mon équipe et moi, on a créé de belles choses qui nous ont mis devant la concurrence. C'est-à-dire, nos techniciens du terrain et nos ingénieurs, ils avaient des Palm Pilot, des PDA, des tablettes. Et notre travail était accéléré, le parcours était digitalisé. Nos concurrents étaient toujours, à la construction. Ils étaient à papier et tout. Donc, nous, on avait ça. Donc, j'ai proposé au management, j'ai dit, voilà, comme on a des filiales, on a une filiale environnementale, on fait que des études environnementales, on a une filiale structurelle, on teste par feu des immeubles, on teste les structures, des gratte-ciels, des ponts, et on a une filiale laboratoire de ciment, c'est-à-dire on teste les compositions de ciment pour les constructeurs et tout. Je vous propose une filiale d'informatique. Qui va facturer à la boîte pour les services, mais qui peut travailler avec d'autres boîtes. Voilà. Où moi, j'aurai 20% de la boîte. Et vous, et là, je peux diriger 80, la boîte. Et je veux dire, voilà, le CEO de cette boîte IT. Et ce qu'on va faire, c'est vendre ce qu'on a développé, ce qu'on a innové à la concurrence. Et là, bam, je crée un chasme direct dans le board. Je sais pas, je crée un débat. Est-ce qu'on va aider entre guillemets, aider les autres à être plus efficaces sur le core business, mais en même temps, on crée de la valeur avec une nouvelle boîte. Donc là, c'était mon introduction à Office Politics. Déjà, en fait, eux, ils se sont rendus compte que les premiers 6 mois que j'étais trop jeune pour être promu à un rôle de leadership par managérial, parce qu'il y a une différence entre le management et le leadership. C'est quoi la différence? Alors, en management, la gestion, on gère des choses, on gère des projets. Être leader, c'est... on gère pas les gens. Gérer les gens... J'aime pas ce terme, c'est pas... Tu gères pas les gens. Tu leads les gens. C'est-à-dire créer la vision, embarquer dans un... On dit en anglais, you lead by example. Okay, tu gères pas les gens. Les gens, c'est pas des choses à gérer, c'est pas des robots à gérer. C'est des gens à leader, à inspirer, à donner l'exemple. Donc, you lead. You don't manage. Et ça, tout ça, ils l'ont appris parce que durant mes premiers 6 mois, j'étais le plus mauvais des managers que quelqu'un peut imaginer. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je suis toujours un technicien. C'est mon bébé qui fait tourner la boîte, c'est mon code, c'est à moi de le maintenir, je le connais mieux que personne. Donc, je n'étais pas dans l'écoute, je n'étais pas présent pour mon équipe. Et j'étais hands-on technician. Donc, je voulais garder la main sur le code, j'étais indisponible. En fait, intransigeant sur sur des trucs parce que tu l'as créé. Trop d'ego, un petit gamin. Si quelqu'un n'arrive pas à résoudre un problème, moi je viens le résoudre, et une fois que je le résous, je leur dis who's the man? Who's your daddy? Tu vois, ça c'est pas bien quand quelqu'un se cogne la tête contre le mur pendant 3 jours pour trouver un bug et il le trouve pas, il pense à ça à la douche, aux toilettes, en mangeant, en conduisant, et toi tu viens en 30 secondes, tu le trouves. Et après, tu lui colles ça dans la gueule, tu lui dis, je trouve ça, t'es son boss. Tu peux pas. Il va pas t'aimer. donc, mon équipe avait une très mauvaise image de moi. Et donc, ils ont investi, m'envoyé j'avais un coach, executive coach, en communication, en leadership, en comportement. Ils ont fait des sondages, des 360 reviews. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est-à-dire, en haut et enfin, tout le monde... Anonymement. Donc, à la fois ton équipe qui t'évalue et toi qui évalues ton équipe. Exactement. Tu sais, quand tu as 22 ans, 23 et tu as ça... évalué par ton équipe et que tu lis, il y a des choses qui te font plaisir.
Rodrigo, il est très ça, il est très ça. Il y a des choses, tu les oublies pas. Il y a des choses, tu te dis, savoir c'est qui a écrit ça. À la limite, je vais hacker l'email pour savoir, tu vois. Mais ça, c'était bien pour mon développement personnel d'abord et professionnel. Donc, ça m'a aidé. Et là, aussi, ce que je vois dans tout ce que tu dis, c'est le nombre de fois où il y a une formation, il y a un coach. C'est quand même toute une organisation pour que les gens soient formés au fur et à mesure et qu'ils puissent grandir en étant, absolument, formés. C'est un truc continu. Après... Et quand tu décides, tu leur parles de créer la boîte, finalement, ça se fait ou... Alors, le conseil d'administration s'est divisé en le nord et le sud. Et comme la plupart, c'est une mentalité de cow-boy, déjà, moi, c'était après le 11 septembre. Donc, tu vois, ils te voient comme un arabe musulman. Il y a eu un switch? Il y a eu un vrai switch? Oui, j'ai vécu le switch du 11 septembre. Pas dans la boîte. Bon, 2-3 personnes, mais light. Mais je l'ai vécu aux États-Unis. Parce qu'avant le 11 septembre... C'est ça que je veux dire. Aux États-Unis, en général, il y a eu une grosse différence de... C'était... Le monde a changé ce jour-là. Surtout pour nous. Non, mais je veux dire, pour nous, en tant qu'Arabes, il y avait une différence... Okay. Il y avait une... C'est humain, tu sais, c'est humain. Si quelqu'un nous attaque comme ça et que c'est labellisé, c'est humain. Mais il y avait du positif dans le sens où il y avait du support. Par exemple, moi, le jour de l'attaque, j'étais pas encore promu CIO, mais ce jour-là, je me souviens, j'avais des potes hippies, moitié philippino, moitié américain, tu vois, très, très hippie. Il m'appelle, il s'appelait James. Il m'appelait, il m'a dit, tu sais que c'est les Arabes qui ont fait ça. Je dis, ouais, mais c'est pas moi. C'est pas des Marocains. On ne sait pas. Je suis sûr que c'est pas les Marocains. Au début, je rigolais. Je dis, je suis sûr que c'est pas les Arabes. C'est trop coordonné pour les Arabes. Il m'a dit, écoute, c'est en train d'être confirmé. C'est des Arabes. Moi, je passe avec la voiture. Je te récupère. J'ai une ferme dans la montagne. Je vais te cacher là-bas. Je te cache. Je dis, mais de quoi tu parles? Il m'a dit, tu connais pas l'histoire des États-Unis? Tu sais ce qu'on a fait aux Japonais? Dans la Deuxième Guerre mondiale, on les a tous rassemblés dans des camps de concentration. Et crois-moi, Tariq, si tu disparais pas aujourd'hui, dans 2 jours... Et il était sérieux, en fait. Et il était sérieux. Je ne sais pas ce qu'il a fumé ce jour-là, mais il était sérieux. Et du coup, il m'a mis le doute, tu vois. On ne connaît pas parfaitement, à l'époque, l'histoire américaine. Et je commence à vraiment avoir le doute. Et c'est là où mon collègue m'appelle et il me dit, le PDG te dit, viens au bureau, tu seras plus en sécurité ici que dans les rues. Lui aussi, il pense à ça, en fait. Ouais, tout le monde pensait à ça. C'est incroyable. Tu seras plus en sécurité au bureau. T'as un cowboy qui passe, qui se dit, c'est peut-être un arabe. Ni une ni deux, tu peux... peur. Moi, j'ai eu la femme d'un ami qui portait le voile. Elle n'a jamais eu de soucis. Mais la semaine d'après, le 11 septembre, j'ai vu cracher dessus par des gamins. Ah ouais, donc le sentiment était fort. Le sentiment était fort, ouais. Et donc, tu quittes la boîte et je pense que tu quittes les États-Unis en 2003, donc tu restes... Non, en 2007. Mais avant de quitter, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette division, tu as eu ceux qui sont pour, dont le DG, qui était de mon côté. Il s'est dit, parce que j'ai présenté un argument, et ceux qui sont contre. Alors, ceux qui sont contre, ils disent, ouais, c'est notre arme de guerre. On est mieux que la concurrence grâce à la technologie. On va la garder pour nous. Pourquoi on va leur donner ça? Et il y a moi et le DG qui disent, bon, nos concurrents, c'est question de temps et d'argent. S'ils veulent faire ça, ils vont dégainer leur chèque. Alors que là, on peut vendre les pelles dans la rue et vers l'or. Alors, d'une part, on prend leur argent. On prend l'argent, ça fait new revenue stream, une nouvelle source de revenus pour la boîte. De 2, on contrôle leur technologie. De 3, on a un regard sur ce qui se fait. On fait une veille concurrentielle sur le main business, sur le domaine principal de la boîte. On fait ce qui se passe. On ne va pas être non éthique, mais... Parce que là, on a une boîte qui fait ça. On sera toujours en avance sur la technologie. Voilà. Et donc, ça a créé la division. Et ce qui se faisait, c'est qu'on faisait traîner les choses. Et je n'ai pas voulu faire traîner les choses, donc j'ai quitté. Donc, tu as quitté pour faire quoi? Pour rejoindre une autre boîte? J'ai fait du consulting pour la première fois. Okay. Donc, j'ai rejoint une start-up de cloud. À l'époque, le cloud était in. C'était le truc. C'était le truc. Ça, c'était en 2005, je pense. Ouais, 2005. Le cloud, c'était nouveau. Tout le monde en parlait. Personne ne voulait acheter des serveurs aux États-Unis. Et il y a une start-up à San Diego
basé à San Diego, qui a des clients au Colorado. Et l'idée, c'était de onboarder ces clients grands comptes et les aider à faire leur migration vers le cloud. Ça s'appelait D'accord. Blue Layer. Blue Layer. Et là, tu bosses avec plusieurs Spherion. boîtes. Ouais. Avec une approche différente, qui est moins technique et plus d'accompagnement. Bon, il y avait du technique. Il y avait quand même du technique. Donc, c'est là où on commençait à apprendre le techno-commercial. Ouais. Donc, un petit rôle d'architecte, de techno-commercial. Ça payait très, très bien. Il y avait des bonus et tout. J'ai fait ça pendant quelques mois. Et après, un client à eux a dit, voilà, tu dois rester avec nous. Donc, je les ai accompagnés. C'était On Target Jobs. C'était les sites de recrutement. OK. Pour des trucs spécifiques dans le médical, dans toutes sortes d'industries. C'était hyper intéressant. Parce que, en fait, là, tu passes à un environnement où tu es le champion. À un environnement où, en fait, Après, des gens de très bon niveau, Ouais, même sur les trucs techniques et tout. exactement. Donc là, et ça évolue super fast. Parce que là, dans ton environnement, autant que CIO, oui, c'est toi qui lead, en fait. c'est toi qui lead. C'est toi qui Voilà, mais tu es obligé de faire la veille, voir ce qui se fait ailleurs, machin. Mais de l'autre côté, tu es in. Tu es dans tout ce qui est récent, tu es dans tout ce qui est innovation. Et ça, c'était hyper intéressant. Et c'était satisfaisant aussi. Financièrement, ça payait très, très bien. Et là, tu prends un rôle plus commercial. Ouais, plus commercial, plus dans le conseil, dans l'accompagnement. Qu'est-ce qui fait que tu quittes après les États-Unis? Ça fait 10 ans quand même que tu es aux États-Unis, tu as un super poste. Pourquoi après tu te dis, bon, rentre le Maghreb? Alors, j'ai une bonne question parce que en quittant Blue Layer et en voulant s'installer avec de nouveaux clients, il y avait SNL aussi qui faisait tout ce qui est fintech, les crédits scolarité. National Student Loan, NSL, National Student Loan. Alors, avant de les rejoindre, j'ai fait une pause. J'avais une pause d'1 mois. Entre deux jobs. Ouais. Et souvent, tu sais, sur 10 ans, je suis peut-être venu au Maroc 4-5 fois parce que... C'est tout. Ouais, ma famille me visitait. Moi, je voulais profiter Ok. de... Voilà, aller voir le Mexique, voir les Caraïbes, voir d'autres... Parce que tu n'as que 12 jours de vacances aux États-Unis. Cool. Et c'est un pays de workaholic, de travailleurs. Hein, c'est pas... Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai 1 mois, tu sais ce que je vais faire? Je vais venir au Maroc. Et j'ai passé 1 mois au Maroc. Et c'était exceptionnel. Bon, t'as un peu de thune. Tu vois, C'était plus la même chose qu'en quittant le... C'est pas Hôtel Erdogan à 200 dirhams. Maintenant, c'est un autre délire. Et j'ai trouvé que le Maroc... Ça a changé, ça a beaucoup évolué. C'est beau, c'est convivial. Et c'est ça le truc. C'est là où t'es né. T'es bien. Tu vois, les États-Unis, c'est beau, mais c'est vrai que c'est un melting pot. Mais tu te sens pas chez toi. Ouais. C'est pas chez toi, mec. Là, chez toi. Avant de rentrer, tu n'y penses pas. Mais quand tu rentres, tu te dis... Quand j'étais là-bas, je pensais jamais que j'allais rentrer. Quand tu passes 1 mois, tu te dis, en fait, je me sens... Je suis chez moi. Bref, je brain-troll. Okay. Ouais, on est très bien au Maroc. Et je commençais à en parler à mon père. Je lui dis, tu sais, je pense que je vais commencer à... j'ai un boulot qui m'attend, un super job. Mais je lui dis, tu sais que je vais peut-être commencer à réfléchir à rentrer au Maroc. Et là, il me regarde, il me dit, il est content, il me dit, c'est bien. Il me regarde, il me dit, tu sais, j'ai un très bon pote à la police. Et ils ont cette nouvelle stratégie, ils recrutent beaucoup les jeunes. Tu vois, surtout en informatique, machin. Je te vois bien comme un commissaire. Je dis, mon père. Moi... Donc il avait raison le premier. Moi, je suis très gentil. Il faut l'écouter, mais pas surtout. Ouais, écoute, pourquoi il dit non, tu vois, ils sont en train d'innover là-bas et tout. Je dis, écoute, c'est dur, il faut un concours, il faut ça se fait pas comme ça. Il m'a dit, ouais, tu fais le concours et tout. Je dis, c'est pas un métier pour moi, être un fonctionnaire. Je suis trop libre pour... C'est vrai que c'est noble, mais c'est dur aussi. Hein, être un soldat ou être un... Parce que j'ai vu l'autre côté, hein, c'est pas évident. Je dis, écoute, c'est pas pour moi, mais continue à chercher. Il m'a dit, ok, je vais te chercher. Donc, il s'est mis à son propre truc. Et moi, ça m'a étonné de lui, parce que l'impression que j'avais, c'est qu'il me prenait pas... Il pensait que j'étais pas un mec sérieux. Ouais. Et là, il veut que je sois dans un boulot sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, en rentrant,
j'ai commencé à bosser. Et un jour, 3-4 mois dans le boulot, j'étais en pause. Et je me suis rappelé de ce sentiment que j'avais aimé être au Maroc. Et je me suis dit, tiens, pendant une pause café, je rentre sur le site Monster International et je mets mon CV. Je le mets à jour, tac, tac, je le mets en CV. 3-4 jours plus tard, j'étais en train de conduire à 8h du matin. Quelqu'un qui m'appelle de Microsoft Londres, chasseur de tête, machin. Ouais. Et le reste, c'est history. It's history. Ouais. Et ils t'appellent pour Microsoft Maroc? Non, au début, ils m'ont appelé pour Microsoft Maroc. C'était, je pense, IT Manager. Ouais. Et c'était là, déjà, tu dis c'est une boîte américaine. Ouais, mais quand j'ai vu la description du boulot, c'était en fait, c'est ce que j'ai fui à CTL. Sauf que là, tu le fais pour une multinationale. Ok. Donc, c'était pas mon truc. C'était basé à Casa. Puis je dis, ouais, Casa, je veux bien. C'est là où je veux être, mais pas ce boulot. Ça m'intéresse pas. J'ai plus les compétences pour. J'ai déjà fait. Et il me dit, OK, keep in touch. Une semaine plus tard, il rappelle, il dit, il y a un job d'architecte, mais celui-là, c'est pas sur Casa. Je dis, c'est où? Il dit, sur Istanbul. Dis, toujours Microsoft? Non. Microsoft. Microsoft, Istanbul, architecte. Ouais. Plus ce que tu fais après. Je dis, non. Je vais pas quitter les États-Unis pour immigrer dans un autre pays. Je veux rentrer chez moi. OK. Il me dit, à Dubaï. Il teste. Johannesburg. Je dis, fini de Dora, mais Casa. Il dit, ouais, Casa, ça va être compliqué, guest employee, machin, corporate. Je lui dis, écoute, moi, c'est très simple. Je rentre au Maroc, je vous rejoins. Je rentre pas au Maroc, je vais voir d'autres multinationales. Et ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire, ils ont fini par te proposer... Ouais, Casablanca, un poste ici à Casa. OK. Pour faire quoi? Regional Solutions Architect. Donc, ils ont fini par te donner le poste que tu voulais. Ouais, c'est le même poste que j'avais avec les autres. Ouais. C'est là où ce que j'adore sur ce travail, c'est que c'est là où on te présente soit un système, soit un problème. Ouais, il faut le résoudre. Et il faut le résoudre. C'est à toi de concevoir une solution élégante dans tous les sens. C'est pas que le coding de l'appli, c'est l'hébergement, la sécurité, l'infra, l'expérience utilisateur, le business case, la rentabilité, le support, tout le cycle. En fait, c'est cette vue holistique et globale que tu dois avoir, mais en même temps, tu dois avoir la présence d'esprit de faire un deep dive dans un sujet. Et ça, je trouvais fascinant. C'est comme quand tu es petit, tu joues au Lego. En fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ce que tu fais, c'est-à-dire créer encore moins dans le technique. Moins dans le technique, mais créer des solutions et avoir... Oui, c'est juste que maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que tu sais, ce qui complique la technologie, c'est l'humain. Bien sûr. Ouais. C'est les procédures. Tu restes combien de temps chez Microsoft? Même pas un an. Même pas un an. C'est ce que j'avais vu. Et très, très vite, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ouais. Pourquoi tu te lances aussi vite? Qu'est-ce qui fait que tu sautes le pas? C'était pas par choix. C'était la vérité. Hein. C'était pas par choix. Hein. J'ai jamais pensé que j'allais être un entrepreneur. Jamais. C'était pas dans les plans pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que je vis beaucoup de problèmes au sein de Microsoft, de l'ordre culturel, humain. Je m'entends pas trop avec ce qui se passe. Donc, je décide de ne pas continuer dans le cadre. Et pour faire bref, je dis, voilà, je quitte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est partout comme ça? C'est compliqué. En même temps, qui me contacte? Google. Solutions Architect. Cette fois, c'est à Paris. Et là, je leur dis, non, c'est au Maroc. À l'époque, Google n'était même pas présente en Afrique, au Maroc. Et je dis, non, moi, je quitte pas mon pays 2 fois. Je reste au Maroc. Et on a longtemps négocié. Ils ont dit, voilà, Paris, c'est à 2 heures d'avion. Et tu peux travailler à moitié temps à distance. Je dis, c'est à moitié temps à distance, pourquoi pas? Paris, réapprendre le français, enjoy a good croissant. Pourquoi pas? Vraiment, le lait américain, après les 10 ans. Exactement. Ouais, tu sais, quand je suis rentré, là, j'ai perdu tout mon français. Là, je ne parlais pas français. Ouais. Les gens qui me connaissent il y a 17 ans, là, ils se foutent de ma gueule. Ils disent, putain, ton français, il partait où? Donc, j'ai dû réapprendre. Et donc, en négociant avec Google, Microsoft revient et me dit, voilà, on te fait un deal.
tu nous fais de la sous-traitance. Tu veux pas être salarié, tu nous fais la sous-traitance. Pour Microsoft Ouais. ou pour Google? Pour Microsoft. Pour Microsoft. Donc en fait, tu te lances à ton compte avec un client en sortant Microsoft. Exactement, c'était Microsoft. Excellent. Parce que j'avais 2 clients avec qui j'ai bossé. Bon, j'ai bossé avec plusieurs, mais les 2 qui m'ont vraiment apprécié, c'était l'ONCF et ici au Maroc et Zain en Jordanie, Télécom en Jordanie. Ok. C'est des clients avec qui j'ai bossé quelques mois et ça s'est hyper bien passé avec leurs équipes. Et j'ai pas eu de problème, j'ai trouvé très franc. Et donc très c'est là où direct. tu crées Algo Consulting, c'est-à-dire que Algo Consulting au début c'est toi avec ces 2 clients-là, C'est moi avec Microsoft pour bosser avec chez les clients. Microsoft pour ces clients-là, et Ouais. au fur et à mesure tu continues à développer. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'est que je suis un freelance de Microsoft, je suis très bien payé, un tarif journalier très respectable. J'ai pas à me plaindre. Donc, je me suis dit, yallah, why not? En plus, je suis rentré dans mon pays qui est beau, il y a le soleil, je vais aller surfer quand je veux, je vais reprendre à golfer. Enfin, tu vois, je vais m'éclater en rentrant dans mon pays. En plus, j'ai des clients qui sont sérieux, comme l'ONCF. Il y a plein de choses à faire là-bas. Je Ils suis ont bien. plein d'activités. Ils sont très axés digital. Zain en Jordanie, je prends l'avion, Moyen-Orient, c'est beau. Why not? Pourquoi pas? Sauf que là, il faut structurer les choses. Il faut avoir une structure pour facturer. Donc, je me mets à créer ça rapidement. Je l'ai créé à Ben Slimane. Je dois choisir un nom. Et c'est là que je dis, il faut être original. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais dans le métier? Je crée des algorithmes. Un algorithme, ça vient de Khawarizmi. Tu vois, Algo. Et voilà, ça commence avec un A. Tu vois, les anciens bouquins de business, toujours le business Ouais, commence pour avec un A. que ça remonte. Classement dans les Yellow Pages. Ouais. Et donc voilà, j'ai Et fait. même sur les directories, sur les sites au début, ils faisaient Exactement, ça. Ouais. exactement. J'ai fait Algo, Consulting. Et je dis, allez, j'ajoute quelque chose, groupe, pourquoi pas? Ça va grandir un jour. Ça fait. Tu sais, quand j'ai commencé, startup, c'était pas bien vu au Maroc. Ah, il fallait pas dire ça, il fallait dire. Startup, le mot aujourd'hui, Ouais. c'est la mode. Mais en 2008, 2009, Ça faisait pas surtout sérieux. si tu. C'est pas que ça faisait pas sérieux si tu veux te positionner sur des marchés étatiques. Et c'est normal, parce que tu as une administration, par exemple. Pourquoi ils vont faire confiance à 3 gars qui viennent de commencer? Culturellement, c'était ça. Ouais, Aujourd'hui, ils parce sont qu'en en train de plus, changer. Il y a un risque, etc. La mentalité, c'est que. Voilà. Ah ben, c'est des gros projets, on rigole pas. La prise de décision, elle est très difficile. Et donc, mais moi, je me cachais derrière Microsoft, c'était mon client, c'est eux qui me payaient, mais eux, ils avaient des gros projets avec. Donc ça m'a permis d'abord d'avoir un carnet d'adresses, de rencontrer des clients grands comptes, et deuxièmement, de voir c'est quoi la nature. Donc, je comptais pas vraiment grandir, hein. Je comptais rester tout seul. J'ai embauché ma sœur comme assistante parce que je voyageais. J'ai fait des interventions. J'ai même bossé en Libye avec Microsoft. Hein. J'ai bossé sur le système de la carte nationale et passeport de la Libye en 2008. Hein. J'ai fait 1 mois là-bas. Je faisais des pauses le week-end à Tunis. Mais c'était Hrissa et temps. Incroyable. C'était quelque chose. J'ai bossé beaucoup en Mauritanie. Mais déjà très public, en fait. Déjà secteur public. Ouais. Donc c'est ça que tu me disais au début de la discussion. Tu me disais, en fait, moi, je suis venu au secteur public par. C'était comme ça. C'était comme ça. Parce que qui pouvait s'offrir les services de Microsoft à l'époque? C'est les grands comptes, comme l'ONCF, comme tu vois, ils avaient des systèmes importants, critiques, payer les licences et payer le service avec. Donc moi, je venais avec la partie service. Okay. Et petit à petit, j'ai commencé à voir que ce soit ici au Maroc ou dans le Moyen-Orient, la région que je couvre, il y a des opportunités. Il y a un besoin. Il y a un besoin de maîtrise de technologie. Il y a un besoin plus important que la technologie, c'est comprendre les métiers des clients. Parce que souvent, quand tu es face à un intégrateur, il veut vendre. Il veut vendre la techno qu'il a. Ouais, il a pas une position de conseil, vraiment. Voilà. Donc, il y avait un gap à remplir sur la partie conseil. C'est-à-dire, voilà, tu deviens technologie agnostique. Tu vois, tu vends pas la technologie. Concepteur, en fait, de solutions. Voilà. C'est ça, un conseil. Tu vas avec the best. Tu comprends le problème, voilà. tu crées la solution et tu leur trouves les technos à utiliser. Et ce qui marche pour le client aussi. Et comment tu fais ce switch de travailler quasi exclusivement à Microsoft à continuer à structurer la boîte, avoir d'autres clients, etc. avec Algo Consulting? Comment ça se passe? C'est venu Comment d'une tu manière, développes la boîte? c'est venu un petit peu d'une manière naturelle. Mais aujourd'hui, ce que je te dis franchement, l'une des sources de ma fierté aujourd'hui en tant
que early ou en tant que vieux de la place maintenant, c'est que aujourd'hui, tu vois, il y a eu beaucoup de changements, alhamdoulilah, au Maroc. Il y a eu beaucoup d'évolutions qui fait plaisir, surtout dans la réglementation. Aujourd'hui, une start-up marocaine peut travailler avec l'État. Elle peut soumissionner à un appel d'offres. Il y a eu beaucoup de changements depuis 2011 dans des réglementations. Par exemple, tu vois, moi, à l'époque, avec Algo, mon premier appel d'offres, je ne pouvais pas le gagner parce qu'il me fallait 3 lettres de référence. Ah, donc il y avait des barrières qui faisaient que c'était juste impossible, quoi. Une start-up, impossible de travailler avec Impossible. Structurellement, d'abord. Structurellement, c'était impossible. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au contraire, il y a une préférence nationale aux start-up et aux sociétés nationales. Ok. On va aller encore plus loin. Comme on a vécu avec Oraki, où tu conçois un truc, mais il faut lancer un appel d'offres. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas d'incentive pour l'innovation. Genre, tu as une idée. C'est-à-dire, là, ce que tu veux dire, parce que je pense que c'est intéressant, مثلاً, pourquoi il n'y a pas d'incentive? Parce que tu vas avoir une idée. Ouais. ولكن, Alors, ce qui s'est passé avec Oraki, et on a eu l'exemple, par exemple, on a gagné un appel d'offres avec la Casa Prestation, la ville de Casablanca. Ok. On a bossé avec eux, on a fait le proof de concept. OK, proof of concept. On a fait le pilote, on a testé avec eux et tout. Et donc, on a vécu 2 cas de figure, Fès et Casablanca. Alors, Fès, on leur a dit, voilà, on est unique, solution innovante, ça n'existe nulle part au monde. Ils ont signé une convention gré à gré. Ok. OK. Ça pouvait générer des problèmes dans le conseil de la ville. Pourquoi vous avez signé? Est-ce que c'est la corruption? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est machin? Et les gens n'aiment pas parler de ça. Moi, j'en parle parce qu'on n'a rien à cacher. Tout est transparent. Et c'est des problématiques dont les jeunes font face aujourd'hui pour travailler avec les grands donneurs d'ordre et innover. Donc, d'un côté, voilà, une ville, une commune a signé. Pas de souci. D'un autre côté, où les choses sont différentes. Par exemple, à Casa, il y a un SDL, et cet SDL, sa réglementation, elle est stricte. SDL, Société de développement local. d'accord. Entre la commune de Casa et je pense que c'est la CDG qui est dedans. Et donc, il y a une réglementation très stricte. Tu peux pas. Donc, même si tu as fait le pilote, etc. Oui, mais on va pas signer un contrat comme ça gré à gré. C'est contre la loi. Ok. Et la loi est faite pour justement s'assurer que c'est transparent, que c'est équitable pour que tout le monde. Ouais. Voilà, je vais pas. S'il n'y avait pas cette loi, tout le monde va donner des projets à tout le monde et ça sera. Tu n'auras pas les meilleurs prestataires. Exactement. Donc, comment tu as réussi, ou je ne sais pas si tu as des anecdotes ou nous raconter, comment tu as réussi à avoir les premiers appels d'offres avec Algo? Alors, forcément, c'était très difficile. Oui, ça, c'est un hack, comme je dis. Ça, c'est une anecdote. Bon, il y a prescription maintenant, il y a 20 ans, on peut en parler. Ça, c'est incroyable. Mais en toute honnêteté et toute transparence, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et ça m'a donné envie de travailler, de faire en sorte que d'autres n'auront pas ce problème. Et il y a eu beaucoup de personnes, surtout côté étatique, qui ont œuvré pour ça. Tu vois, des gens comme Moulay Hafid Alami, comme Othman Firdaus, qui étaient à l'écoute. Tu vois, ils étaient là. Mais ils savaient aussi, quelqu'un comme Moulay Hafid Alami, c'est une légende de l'entrepreneuriat, donc il connaissait ces problèmes aussi. Mais quand tu viens le voir et tu lui dis, voilà, ça en est où et tout, donc ils prennent des actions. Ils ont fait beaucoup de trucs qui ont fait qu'aujourd'hui, tu vois, même transition numérique, les ministres qui sont passés, la ministre actuelle, ils ont fait du boulot pour que ces problèmes-là ne soient plus un obstacle pour les jeunes entrepreneurs. Donc, le premier appel d'offres. Alors, comment ça s'est passé? Celle-là, c'est pour l'histoire. Quand j'étais chez Microsoft, en fait, Microsoft avait essayé de vendre une prestation à l'ONCF. C'est une prestation de ce qu'on appelle audit et optimisation de bases de données. Okay? Parce qu'une base de données, c'est quelque chose que tu ne peux pas installer et oublier. C'est quelque chose qu'il faut faire du babysitting, de la maintenance, c'est ce qu'on appelle du DBA, Database Administrator. Donc, il y avait cette proposition d'auditer, je pense, 60 bases de données ou un truc comme ça sur la technologie Microsoft. Et voilà, quand j'étais chez Microsoft, j'ai travaillé sur la proposition. Et voilà, et j'ai même proposé aux clients, allez, je vais faire 4 ou 5 bases de données critiques
pour vous montrer quelque chose. Et ça, c'est un truc très important à faire. C'est que quand on veut vendre n'importe où dans le monde, c'est que tu ne vends pas dans un PowerPoint, surtout pour des gens très compétents. Tu ne vas pas leur raconter des histoires et leur dire, voilà, ça va. Donc tu fais. Tu leur montres. Tu vois, ça rigole pas. Donc, j'ai fait quelques optimisations, ils ont vu le résultat et hop. Sauf que, voilà, c'était pas un projet prioritaire à l'époque. Je lance Algo, je commence à bosser. Je sais que Algo n'a pas les moyens de faire un appel d'offres. J'ai oublié ce projet. Donc on avance, je voyage partout, 1 an et demi. Et là, hop, les gens à l'ONSF me disent, ouais, en fait, ce qu'on a essayé de faire avec Microsoft, alors on lance un appel d'offres maintenant. Je dis, appel d'offres, vous ne pouvez pas signer avec moi direct. Je sais faire ça. On l'a fait. Non. Appel d'offres, c'est la loi. OK, allez, peut-être que c'est mon premier appel d'offres. Tu vois, à l'époque, tu poses pas une caution, tu payes, tu cachettes, tu reçois la copie du cahier de charge. En fait, mon père me disait, c'est un monde compliqué, les appels d'offres. Et c'est vrai, hein, c'est compliqué, c'est pas facile, c'est pas évident. Tu dois lire le cahier de charge, le dossier administratif, genre, tu rates une virgule, éliminé. C'est pas... Tu vois, l'administration marocaine, elle est intransigeante sur ça. Tu fais une erreur, t'es out. Et encore... Tant mieux, parce que même avec ça, il arrive des fois où quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui n'est pas du domaine, il vient soumissionner un appel d'offres et tu te retrouves avec une administration qui est obligée légalement de te donner le projet parce que sur papier, c'est toi qui l'as gagné, sauf que tu n'es pas qualifié, donc tu peux demain fermer la porte, disparaître pendant 6 mois. Qui se perd? C'est le public, c'est nous, c'est l'administration. Parce qu'on t'a donné un projet... Où cette réglementation nous a obligés. C'était toi. Ouais. Ou peut-être tu es le moins cher, tu peux bien sûr. Exactement. Donc, quand j'ai lu ce cahier de charge, j'étais. Alors, papier, CNSS, machin, c'est administratif, on peut avoir. 3 lettres de référence dans des prestations similaires. Alors, j'ai fait une intervention pour la Poste en Tunisie, j'ai optimisé. Ça fait 1. J'ai fait Zain, ça fait 2, en 1 an et demi, en Jordanie. Je peux les appeler, ils peuvent me faire en anglais, je la traduirai ici. Et j'ai fait celle de l'ONSF. Ils peuvent me donner. Donc je suis couvert. Allez, ça va être notre premier appel d'offres. Vas-y. Donc c'est bon. C'est bon, on commence à travailler. Je vais voir Microsoft. Salut, vous pouvez me faire une lettre d'attestation pour les deux, ONCF et la Poste de la Tunisie. J'ai fait une optimisation de base de données et un audit. J'ai tourné un rapport et ça a été satisfaisant. Réponse de Microsoft. Oh mon petit, on ne donne pas de lettre de référence aux sous-traitants. C'est interdit. Pourquoi? C'est notre règlement interne, c'est interdit. Internal Policy. Ouais, Internal Policy, Corporate, LCA, on va au siège. Ça remonte... Va boire l'eau de mer. On ne peut pas te donner une attestation. 2 sur 3 en plus. 2 sur 3. Alors, la première, on ne peut pas te la donner parce que tu étais salarié. Légitime, j'accepte. Mais la deuxième, c'est Algo qui l'a fait. Oui. Je me souviens même à l'ONCF, après, il y avait un problème où on a intervenu hors cadre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi. Tu veux vendre un truc, montre ce que tu sais faire. Parce que les gens, tu vois, une fois, ils vont te faire confiance. Tu leur dis, je sais faire comme ça dans l'air, dans un PowerPoint. Ouais, tout le monde sait faire ça. Mais quand tu fais, c'est bien, on a confiance en toi. Donc, on a gagné leur confiance. Donc, on avait intervenu sur des bases de données, autant qu'Algo. Et donc, Microsoft refuse catégoriquement celle de l'ONCF, parce que j'étais salarié. Sur la Tunisie, je commence à vraiment négocier. Il y a un gentil gars qui a bien voulu le faire. Il m'a dit, écoute, celle de la ONCF, je ne te la donne pas parce que j'étais salarié chez nous, mais celle de la Tunisie, je te la fais. Je te la fais. Je dis merci. Donc, voilà une. La deuxième était très facile. J'appelle le client à Zain en Jordanie. Je lui dis, hey, tu te souviens quand vous êtes passé en prod, machin. Celle-là, c'était vrai. J'avais déjà quitté Microsoft. Je n'avais pas de cadre avec eux,
mais ils avaient un très grand problème. Ils m'ont appelé à 2h du matin ici. J'ai répondu, je suis resté avec eux jusqu'à 5h du matin. On a tout résolu, machin. Et le DSI, le CIO, s'appelait Tarek Ayoub. Au téléphone, il m'a dit, pas de problème, je t'écris. Pas de souci, je suis reconnaissant, tu as fait un geste. On ne t'a même pas payé pour ça, tu nous as débloqués. Je lui dis, c'est le relationnel, il faut travailler sur la confiance, sur la relation. Elle m'a dit, oui, je t'ai fait. Donc voilà, j'ai les deux. Maintenant, la troisième, je vais voir l'ONCF. Et la dame, à l'époque, très, très gentille, m'a dit, écoute, je vais te dire un truc. Techniquement, nous, en tant qu'administration, on n'a pas de relation. Donc, je n'ai pas un framework légal pour le faire. Mais en tant que jeune MRE qui s'est installé, j'apprécie l'engagement que vous avez fait. Vous avez intervenu beaucoup de fois, donc je n'ai pas de problème, je vais le faire. Et effectivement, elle m'a jeté une fleur, elle l'a fait. Génial. Et donc, je me dis, pourquoi je partage cette histoire, c'est que c'est un hack. C'est comment une entreprise qui vient de démarrer avec 2-3 gars, et ils veulent postuler à, je sais pas, une grosse entreprise publique ou semi-publique. Oui, on l'a eu. On était les moins chers. Comment on l'a eu, c'est que sur la partie prix, alors pour l'anecdote, Microsoft avait proposé ça pour 2,5 millions. Ah, donc là, vous étiez concurrent en plus avec Microsoft. Non, Microsoft ne répond pas aux appels d'offres. Les géants, les éditeurs, ils répondent pas, mais ils auraient pu le faire à ce prix-là. Non, leur position unique, voilà ce qu'ils font. Soit ils poussent quelqu'un comme nous, SS2I ou un intégrateur, à soumissionner un appel d'offres. D'accord. Et ils sont derrière. D'accord. Donc, eux, ils connaissent que le privé. Ils se mettent en face à face avec l'État que sur du gré à gré. Okay. C'est-à-dire, par exemple, un IBM, un Oracle, un Microsoft, un Google, comme sa position unique dans ces solutions, dans la loi, l'État peut contractualiser. D'accord. Donc, eux, quand tu dis 2,2 millions, le budget, je pense, était ça. Okay. Bon, parce qu'ils ont lancé l'appel d'offres en se basant sur l'offre de l'éditeur. De l'offre de l'éditeur. Chose qui est logique. Et voilà, nous, on était à 800 000 dirhams. Ah ouais. Et le moins cher, il passe. Hein. Ouais. Et ça, c'était notre... Et premier gros projet... C'était pas le plus grand. On avait un projet plus grand avec Microsoft d'1,5 million. Mais en appel d'offres, c'était le premier. Donc, okay. Je le dis, je le dirai toujours. Je suis infiniment grateful, comme on dit, reconnaissant envers l'ONCF, parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entités commencent à jeter des fleurs aux jeunes et à collaborer avec eux. Eux, ils l'ont fait bien longtemps avec nous. Et ça a fait une relation de 18 ans. On a bossé avec eux et c'était juste franchement magnifique. Et là, tu continues à bosser avec diverses entreprises, etc. Tu disais donc des administrations, tu parlais de Tangemed, tu parlais de l'ONCF, etc. Je pense que tu as travaillé aussi avec Hydradio, je crois, j'avais vu. Oui. C'est notre partenaire et client aussi. Donc plein des médias, plein d'entreprises et d'institutions. Les années passent et je crois en 2013-2014, tu crées la Marocaine des e-services. Ouais. Comment ça se passe ? Alors, la Marocaine des e-services... D'où ça vient et pourquoi tu lances ? En fait, c'est une start-up qui est vieille. Une vieille start-up qu'on a lancée. Et l'idée, c'est pour porter ce projet Waraqi. Donc, vu cette expérience qu'on a cumulée à travers les années et vu le fait que tous les Marocains parfois, on doit subir une lenteur administrative ou bureaucrate. À l'époque, j'ai vu que, voilà, comme tout Marocain qui vit une anecdote al-Muqata'a, en essayant de légaliser une signature, je me suis dit, tiens, ça ne fait pas partie de ces jolis schémas directeurs que les grands cabinets Big Five nous vendent comme stratégie. Et je pense que ça va être abandonné un jour, comme dans les pays avancés. Et je me suis penché sur le sujet tout en consultant les experts. Hein. La première présentation que j'ai faite de cette idée, c'était au ministère de l'Intérieur. Encore une fois, ce qui a aidé, c'est le fait Algo, Microsoft... Et tout ce que tu as fait avant. Voilà, ça a aidé. Donc, c'était à travers Microsoft aussi que j'ai eu ce rendez-vous au ministère de l'Intérieur. Et c'était vraiment ma première... Tu vois, j'avais un beau PowerPoint avec un automate.
Tu vois, j'étais parti sur un délire incroyable. Et c'est là où on m'a gentiment redonné les pieds sur terre pour me dire que oui, ce que tu as sur le PowerPoint, c'est beau. Parce que nous, on y a pensé aussi. Mais voilà les contraintes. Et ça a entamé la discussion. C'est là où on a vraiment commencé à s'approcher du sujet pour vraiment apprendre et à construire une solution bien taillée sur le sujet. C'était quoi la vision donc, avec la Moroccan Daily Service, donc, qui, on peut dire Oraqi maintenant au début, le problème donc, que tu disais que vous vouliez résoudre, que vous voulez toujours résoudre, c'est toutes les démarches administratives qui prennent du temps, etc. Est-ce que la solution, elle a changé? C'est-à-dire, au début, vous étiez sur quelque chose de différent. Comment ça s'est passé, la mise en place de ça? Alors, c'est un peu compliqué à raconter parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, il faut séparer. Donc, la Moroccan Daily Service, c'est un véhicule. C'est un véhicule qu'on a créé pour porter Oraqi, comme start-up et l'isolé d'Algo. Parce que Algo, c'est une entreprise établie, elle a un historique. En plus, moi, en tant qu'investisseur, je ne mettrai pas de l'argent sur une SS2I à moins qu'elle ait un truc vraiment spécial. Maintenant, le truc spécial que Algo a, c'est un accélérateur de GovTech. Et on a beaucoup de solutions qui sont intéressantes. On est une sorte d'incubateur d'idées. Donc, le spin-off qui est la Moroccan Daily Service, l'idée était que, puisque nous, on connaît les contraintes de la digitalisation au Maroc, c'est, encore une fois, je le dis, je le redis, c'est pas... Au contraire, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de bonne volonté, mais les mécanismes en place sont durs à décortiquer. Et le premier, c'est celui de la réglementation. La transformation digitale ne peut pas se faire sur une réglementation très, très rigide et elle est faite, il y a des années, elle est faite pour contrer la fraude, sur ce qui est bien, elle est faite pour contrer la corruption, très, très bien, mais elle n'est pas vraiment adaptée à la nature de la transformation digitale. Et je donne un exemple. Quand tu gagnes un appel d'offres avec l'État, tu es en mode forfait. Parce que l'État ne va pas te donner un robinet de trucs à facturer à l'aise. Donc, tu es en forfait. Aujourd'hui, vu la nature du digital, c'est en perpétuelle évolution et changement. Nous, dans tous les projets qu'on a entrepris, plus d'une centaine de projets sur 17 ans, avec une trentaine de clients, il n'y a pas eu un seul projet où le cahier de charge a été respecté. Encore moins. Faire moins que dans le cahier de charge, tu ne te feras jamais payer. Il faut toujours faire plus. Parce que naturellement, il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Il y a des nouvelles choses, il y a une nouvelle directive, nouveau ministre, nouvelle idée, nouvelle orientation. Tu ne peux pas dire non, les gars, vous m'avez payé pour ce mur, je n'ajoute pas une seule brique. Tu ne peux pas. Le projet ne va pas aboutir. Après, si tu te dis citoyen, tu as une fibre citoyenne, tu le fais pour qui? Tu le fais pour ton pays aussi. Donc, tu dois sacrifier. Et ce sacrifice, parfois, tu te retrouves dans des scénarios un peu bizarres où pour toi, c'est l'État qui ne t'a pas payé à temps, où tu es obligé d'utiliser la TVA pour payer tes salariés pour finir le projet de l'État, et maintenant, c'est le même État qui te dit où sont les impôts. Non, c'est des situations un peu caractérielles, mais c'est la réalité, on a vécu ça. Donc, si tu veux avoir un e-gov, et surtout là, si tu vois la nouvelle vision, donc si tu veux, nous, on a eu cette vision un peu très tôt de dire, voilà, on veut offrir aux Marocains une appli simple. Et tu vois, ce n'est pas de l'innovation, ça existe. Tu as Abshir en Arabie Saoudite, tu as UiPass en Émirats, tu as Singapour, tu as la Corée du Sud. Pour rester sur ça, c'est des espèces de super apps. De super apps. C'est ça, voilà. Super apps dans lesquelles le citoyen peut faire plein de choses. Ouais. Tout. Okay. Donc déjà, au début, tu avais, je ne sais pas si ça existait déjà dans ces pays, mais en tout cas, en construisant Oraqi, tu avais cette idée qu'en fait, au fur et à mesure, ça pourrait prendre cette forme-là. Ça n'existait pas encore dans ces pays. D'accord. OK. Ça, c'était en train de cogiter. Et ça s'inscrit dans ce... Exactement, c'est mindset. Donc, ça s'est fait dans ces pays. C'est en train de se faire ici. Okay. Donc, il y a d'autres exemples. Il faut étudier les exemples ailleurs. Tu as l'exemple indien, tu as l'exemple Estonie, tu as l'exemple des États-Unis. Par exemple, les États-Unis, ce qu'ils ont fait il y a longtemps, c'est qu'ils ont tout ouvert. Toutes les administrations, tu viens, tu es un prestataire. OK. Si tu veux qu'on te paye, nous, on doit exprimer le besoin.
Tu as un truc innovant? Ouais. Donnez-moi accès aux bases de données. Je vends l'information aux gens concernés. Je leur facilite l'accès, je leur facilite l'expérience. Je me fais payer et je partage avec l'État. Tiens. Ok. Là, c'était complètement ouvert. Exactement. Par exemple, moi, mes enfants au Colorado, si je veux un extrait d'acte de naissance, j'ai au moins 5-6 sites web où je peux les avoir. Ah, des entreprises différentes. Ouais, il y a plein d'entreprises qui se pluguent à... Ok. La différence, c'est sur l'user experience, c'est sur le prix. Et tu as aussi le site de l'État. D'accord. Ouais, là, c'est le côté vraiment libre et ça se régule avec le marché. Quoi. Exactement. Donc, nous, ce qu'on propose sur Waraqi, c'est une expérience unique. Okay? Une expérience unique. C'est same experience useless pour avoir n'importe quel document et d'une manière instantanée. C'est pas rojas. C'est pas là où quelqu'un ou une commission dans l'administration doit prendre une décision. Okay? Là, c'est un droit régalien. C'est mon papier. Okay? Ça m'appartient. Je dois l'avoir absolument instantanément. Okay? Il y a des exemples à utiliser. Par exemple, le casier judiciaire. Un casier judiciaire vierge ou pas, c'est déjà inscrit sur une base de données. Je n'ai pas besoin que quelqu'un signe ou j'attends la signature de quelqu'un pour l'avoir. J'ai juste besoin de m'authentifier et normalement, ça peut sortir. Exactement. Et ça, c'est grâce au travail fait par la DGSN qu'aujourd'hui, c'est possible. Tu as une authentification forte qui peut être effectuée à distance sur n'importe quel système. Donc ça, c'est la grande révolution et le turning point de ce qui va arriver maintenant. Il y aura une accélération monumentale du e-gov. Hein. Ouais. Et d'autres solutions, pas nécessairement le e-gov, parce que c'est une plateforme qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Qui pourrait s'appliquer à d'autres choses. Ouais. Et j'ai une question sur tout le développement de Waraqi, mais peut-être avant ça juste pour bien comprendre Waraqi. Aujourd'hui, la solution elle a été lancée. Ouais. J'aimerais bien comprendre, moi je suis un citoyen ou une entreprise. Aujourd'hui, si j'utilise Waraqi, qu'est-ce que ça va changer pour moi? C'est-à-dire, alors, pour cadrer, Waraqi aujourd'hui, c'est un écosystème. Okay. C'est un très, très joli écosystème que j'espère voir se reproduire autant de fois au Maroc, où il y a le secteur public d'abord, représenté par le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères de transition numérique, la justice, l'ADD, la DGSN, la douane. Et tu as du privé, des banques, des établissements de paiement, Tsihilat, Cash Plus. Tu as des acteurs, je ne vais pas citer la DGSSI aussi, qui nous a accompagnés, qui nous donne de très bons feedbacks sur comment sécuriser et avoir des procédures 100% légales. Et des startups dans la com, dans la gestion de contenu, prestataires de signature. Donc aujourd'hui, on est une trentaine d'entités. Dans l'écosystème. Dans l'écosystème Waraqi. Okay, c'est tout un écosystème. Et l'idée est que, d'abord, se débarrasser de ce fardeau d'aller signer un document devant quelqu'un. Ouais. Et là, ce que je vais dire, je l'ai appris de nos amis de l'intérieur, surtout le département juridique, parce que c'est fascinant. Là, on est en posture de prestataire, parce que c'est eux le lead sur le projet. Et ce qu'on apprend, c'est incroyable. Par exemple, sur les textes juridiques, je pense que la légalisation a été introduite au Maroc en 1913, un truc pareil. Et son statut, il y a eu des modifications en 1956, après notre indépendance. Et pourquoi elle était imposée par le protectorat? Parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de gens analphabètes qui sont menés à signer des documents. Donc, pour les protéger, il fallait vérifier. OK. Après, en 1956, ça a changé. On n'a plus besoin de vérifier. C'est les autorités compétentes qui vérifient. Je donne un exemple. Par exemple, je veux vendre la tour Hassan. Si j'écris, moi, Tariq Fadli, je vends à Si Mohamed la tour, je légalise. Mais tu m'as raconté une histoire tout à l'heure, je pense que c'est intéressant. C'est le truc de la Scala. De la raconter. La Scala, quelqu'un a vendu les canons à un étranger. Un papier légalisé, le Moqata. Les canons, le monument. Et le gars est venu avec des dépanneuses pour récupérer les canons. Et le policier lui dit, qu'est-ce que tu fais?
Oui, j'ai acheté ça et j'étais malade. Donc c'est ça, donc c'est le besoin de vérifier les documents. Écoute, au début, c'était vérifier le contenu du document. Il y a parfois des contenus qui sont pas, qui respectent pas la loi, tu vois, qui respectent pas le respect de la nation et tout ça. Mais essentiellement, c'est de m'assurer que c'est cette personne qui a signé le document. Alors maintenant, beaucoup de gens pensent que la légalisation n'existe qu'au Maroc. C'est faux. La légalisation existe partout dans le monde. Il n'y a pas un seul pays où la légalisation n'existe pas. Ça existe partout. Okay? La seule différence, c'est le volume, le type de document. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai légalisé 2 fois aux États-Unis. Une procuration, c'est important de légaliser une procuration. On ne va pas laisser les gens dire « Mohamed m'a fait une procuration pour… » C'est important. Dans le monde entier, la légalisation de procuration, ça se fait. Et à travers un notaire quand j'ai acheté une maison, c'est tout. Oui, c'est une légalisation finalement. Ouais. Et donc, en rentrant, le cas pour tous les Marocains, c'est qu'à chaque document, s'il doit être opposable devant un juge, il doit être légalisé. Et ça, malheureusement, c'est un frein à notre développement. Tout le monde s'est rendu compte de ça il y a quelques années. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives pour… Et tu parles beaucoup de trust aussi dans ça. De confiance. De confiance. Un index de confiance sociétale. Ouais. Là, sur les tests qu'on a fait au Raqi, c'est qu'on se rend compte que quand même, il y a plus de 90 documents qu'on est amené à légaliser, à amener à al-Muqata'a. L'exemple le plus aberrant que nous avons vu, c'est les écoles. Il y a des écoles qui demandent à ce que les parents légalisent la signature dans les autorisations de voyage. Parce qu'on a des gamins qui s'amusent à falsifier. Là. Je ne sais pas que je n'ai pas fait ça quand j'étais jeune, j'ai fait ça. Surtout quand tu signes à la place de ton père pour l'absence. Quand les enfants font ça, ça va, mais quand tu as quelques adultes qui s'amusent à le faire à la place des autres, c'est risqué. Okay. Et donc, Raqi résout ce problème-là. Encore une fois, l'innovation qu'a introduit le ministère de l'Intérieur, parce que en fait, la nouvelle conception, c'est eux. Nous, on est prestataires. Tout le workflow, c'est eux. Et vraiment, c'est une petite révolution. Parce que nous, quand on a fait Raqi avec eux, nous, notre version était j'envoie à l'agent et l'agent signe. Et j'attends à ce que l'agent… C'est-à-dire j'envoie j'envoie mon document digitalement à l'agent. Donc ça, c'était la version d'avant. Ouais. C'est par la plateforme, j'envoie le document qui apparaît sur la plateforme côté agent et il signe. Et il signe. Okay. Et là, c'est pas vraiment c'est du digital. C'est pas vraiment du digital. Donc, la nouvelle version conçue par le ministère, c'est… Attendez. Déjà, l'agent peut faire autre chose. Et nous avons la DGSN qui a un très beau système qui nous permet d'authentifier mieux que l'agent. C'est-à-dire, si 2 jumeaux apparaissent, ce système peut les détecter. Okay. Donc voilà, on va résoudre un très grand problème de fraude et alléger les tribunaux. Et c'est encore plus digital. Et tu ne peux pas dire, c'est pas moi. Parce qu'on a un problème, quelqu'un qui a ici, donc ça, c'est fini. C'est résolu. Et deuxièmement, il y a la loi sur les signatures électroniques. Donc, tu vas signer, une fois que tu es authentifié, tu vas signer électroniquement avec un fichier de preuve, une traçabilité. Et voilà. Et le document, on s'est débarrassé du papier, du déplacement. L'agent va faire un autre travail maintenant, plus stratégique que regarder les gens et noter ça sur un registre. La data, elle est hébergée au Maroc. Elle est cryptée. Tout est protégé. On passe de attendre à instantané. H24, plus de grève, plus de problèmes. Et voilà. Et on travaille, comme j'ai dit, dans l'écosystème. Il y a aussi ACS, qui est un provider cloud national. C'est une filiale de l'OCP, avec un très, très joli data center. Donc, ils sont avec nous, qui soutiennent le projet en mode test. Donc, ils nous permettent de tester gratuitement. Et des trucs comme ça. C'est quoi la vision sur ça pour les prochaines années Alors, la vision, moi, personnellement, maintenant, je parle en tant que prestataire. Maintenant, ce n'est pas à moi de définir la vision. Moi, j'ai humblement posé une proposition qui a été bien perçue, qui a été accompagnée par plusieurs entités. Maintenant,
Waraqi, ça appartient à tout cet écosystème. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est une belle opportunité pour avoir ce portail unique. Pourquoi? Parce que la légalisation, ça reste légalisation copie conforme, certificat de résidence, déclaration de perte, ça reste et extrait d'acte de naissance, c'est les top 5 des documents les plus demandés. Donc, si on a légalisation copie conforme, résolu ce problème, je pense qu'on peut passer à résoudre d'autres pour que même, par exemple, on a un joli use case avec la NARSA, c'est pour les papiers de voiture. Je peux avoir tous mes papiers de voiture dans la boîte à gants et je peux les avoir dans l'appli mobile. Facilement. Facilité de travail du contrôle routier, régler mes points, voir ma copie de permis digital. Je ne peux pas dire j'ai pas mon portefeuille, j'ai pas même la carte nationale. Je ne peux pas dire j'ai pas ma carte nationale, j'ai une version digitalisée sur l'appli. Donc il y a énormément de potentiel et c'est très enrichissant et c'est très prometteur. Hyper intéressant. Ouais. J'ai quelques questions de fin avant de finir. D'abord, c'est quoi ton conseil pour quelqu'un qui veut entreprendre, un jeune ou un moins jeune qui veut entreprendre, que ce soit dans ton domaine de l'informatique, avec un lien privé-public ou pas, de manière générale, quelqu'un qui veut entreprendre au Maroc, c'est quoi tes conseils? Je n'estime pas que je suis bien positionné pour donner des conseils, mais tu sais, déjà faire le choix ou prendre la décision d'entreprendre, c'est déjà courageux. Mais en regardant les jeunes aujourd'hui, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les influenceurs, je pense que tout le monde est riche, tout le monde réussit du jour au lendemain. Si vous voulez réussir du jour au lendemain, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves. L'entrepreneuriat, comme tous les métiers du monde, comme tous les jobs, c'est vrai que c'est beaucoup plus de stress quand on est salarié dans une boîte. L'entrepreneur, tout le stress est sur lui. Donc, il faut bien réfléchir, bien être prêt à subir ce stress. Ce n'est pas facile, mais c'est rewarding. Comme tout, hein, il y a du positif et du négatif, comme dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Les conseils que je donnerais, c'est les conseils que nos parents nous donnent. Hein. C'est beaucoup de sérieux, d'honnêteté. Parce que, comme on dit, tout finit par se savoir. Donc, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de chemin court pour la réussite. Il faut vraiment s'y mettre. Il faut le long terme. Hein. Par exemple, avec Waraqi, je ne peux pas appeler Waraqi une réussite encore. Ça le sera quand ça sera utilisé par des millions et on voit vraiment l'impact sur notre pays, notre classement en Doing Business. Voilà, beaucoup de choses qui vont être positives, Inch'Allah. Mais pour moi, si j'avais su que ça allait prendre 10 ans, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Donc, il faut avoir, un entrepreneur, il faut avoir ce mindset de tenir, d'avoir les reins solides. Ce n'est pas toujours évident. Mais le bon côté des choses, c'est que notre Maroc est en perpétuelle évolution. C'est que du positif qui est en train de s'installer. Économiquement, oui, c'est vrai que comme partout dans le monde, il y a des chiffres qui sont un peu difficiles à tenir, mais il faut savoir que l'opportunité est là. D'abord, il n'y a plus de problème d'accès au financement. Ça, c'était un problème. Il n'y a plus de problème d'accès à la commande publique. Ça, c'est fait. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait, beaucoup de choses qui ont été faites qui sont positives pour encourager les jeunes à entreprendre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Moi, je dirais que si vous êtes toujours chez vos parents, c'est là où il faut commencer parce que vous n'avez pas la responsabilité lourde. Mais après, c'est des chemins différents. Hein. Pour moi, c'était après. Mais il faut oser, il faut se lancer. Il y a plus d'opportunités au Maroc et en Afrique qu'il y a dans d'autres pays. Et il faut vraiment réfléchir Maroc et Afrique. C'est le futur. Je pense que nous sommes le futur et notre jeunesse a besoin de se donner la chance à elle-même et de donner la chance au Maroc et au marché africain pour essayer, oser faire des trucs. C'est pas facile, ça va pas marcher du jour au lendemain, mais c'est du long terme. Les Brahibni, comme on dit, il faut qu'ils s'accrochent et il faut le faire. Voilà.
Avant de finir, qu'est-ce que tu fais d'autre pour regarder ton équilibre, etc. J'avais vu que tu avais fait un Ironman. Quand est-ce que tu as fait ça et c'est quoi ce... Alors, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de patience comme moi, durant le travail, parfois les choses n'avancent pas au rythme qu'on veut. Donc, il faut s'occuper. Quand on a du temps, le sport, c'est important pour l'esprit, pour le bien-être. Donc, j'aime bien faire du sport. Le Ironman, c'était un challenge quand j'avais 38 ans. Je me suis dit, voilà, j'approche les 40 ans, j'ai jamais fait un truc hyper intensif. Mais donc, juste pour un Ironman, c'est un marathon, c'est de la natation sur une certaine longueur, plus du vélo. Donc, vraiment, alors, ça commence 10-12 heures. Quoi. Ouais, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait 3 half Ironman. C'est moitié. Donc, ça commence par 2 km de nage, suivi de 90 km de vélo. Et à la fin, un semi-marathon. Donc, ça fait, pour moi, ça fait 6 à 7 heures de cardio. Voilà. Et ce qui est bien sur ça, c'est que ça donne une discipline à la vie. L'un de mes conseils, c'est « find joy in the process ». Il faut trouver la joie dans le processus. Pour moi, les meilleurs jours dans tous mes projets, c'est quand je suis durant. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé une photo de moi en 2009 à l'ONCF, à 4 heures du matin, à la gare de Salé Tabrikt, en train d'installer un nouveau système où je dormais. Et des années plus tard, maintenant, ce système est parti, il a été changé par d'autres systèmes. Et c'est là où je regardais cette photo, je disais, le beau vieux temps. Joy is in the process. C'est quand on a la tête dans le guidon, c'est là où il faut apprendre à vraiment profiter, à apprendre à grandir et à vraiment enjoy. Et donc, pour les Ironman, moi, la joie était dans la préparation pour le Ironman. Okay. Le jour J de la compétition, oui, c'est un jour énorme, surtout la première fois quand on termine le parcours et on a ce sentiment de finisher, ce sentiment qu'on est fort, qu'on a accompli quelque chose d'extraordinaire que la plupart des gens ou des humains ne peuvent pas faire. C'est bien pour les égos, mais c'est humbling aussi. Ça donne un sens d'humilité sur les limites de ton corps et les limites de ton esprit et surtout ce que ta tête te dit par rapport à ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Tout le temps, parce que sur la route, elle te dit c'est pas possible, il faut s'arrêter. Ça fait mal. Dès que tu démarres, le jour, en fait, même l'entraînement, hein, tu vas préparer un Ironman, c'est minimum 6 mois de rigueur où ça commence à 6 heures du matin chaque jour. Donc, quand tu vas te mettre dans une piscine ou dans l'eau de mer, quand il fait 9 degrés, la première chose que ton cerveau te dit, c'est « Pourquoi tu fais ça? Why you doing this? Ouais. Allez, why ?» Et c'est ça, ça forge le caractère, ça donne beaucoup d'énergie pour affronter les challenges. Donc, pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, je fais du sport. Là, avec l'âge, j'ai changé un petit peu. Je suis plus surf et golf. Okay. Et j'aime bien les deux. J'aime bien le golf parce que c'est un moment où je peux déconnecter complètement avec le téléphone et vraiment profiter de la nature, du soleil, de notre beau pays. Et le golf aussi, ça donne un sens d'humilité parce que c'est pas, pour beaucoup de gens, c'est un sport, c'est pas un vrai sport et c'est un sport de snob. Peut-être, mais c'est en train de se démocratiser. Ça coûte pas énormément cher comme dans le passé. Alhamdoulilah, notre pays, maintenant, c'est une destination pour le golf. Il y a plein de parcours qui sont juste beaux. Et voilà, il y a beaucoup de technique, beaucoup de concentration, beaucoup d'humilité. Le surf aussi. Hein, dans les deux cas, c'est des sports où tu te déconnectes complètement. Tu te déconnectes et ça t'apprend pour le business aussi. Hein, avoir la patience, savoir comment procéder, faire des calculs. Dans le surf aussi, c'est être patient, avoir le souffle d'arriver au sweet spot. Est-ce que c'est la bonne vague ou pas encore? Parfois, tu rentres, tu ne prends pas une seule vague et tu sors. C'est la vie. Hein. C'est comme ça. You can't win all the time. Et ce qui est important dans les deux, et même dans Ironman, c'est apprendre à perdre. Ça, c'est beaucoup plus important qu'apprendre à gagner. C'est-à-dire apprendre que parfois ça ne marche pas et c'est comme ça, il faut continuer. Exactement. C'est pas tous les jours qu'on se réveille avec un projet qui réussit. Et parfois, on perd. Mais ce qui compte, c'est de continuer et d'être là toujours le lendemain. Ouais. Okay.
Talal Khfetli, merci beaucoup. Merci C'était vraiment à toi. un plaisir de discuter. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était sympa. Merci Plaisir. à toi. Merci. Top. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.